Préface. C'est une chose étrange qu'on imprime les gens malgré eux. Je ne vois rien de si injuste, et je pardonnerais toute autre violence plutôt que cela. Ce n'est pas que je veuille faire ici l'auteur modeste, et mépriser par honneur ma comédie. J'offenserais mal à propos tout Paris, si je l'accusais d'avoir pu applaudir à une sottise. Comme le public est le juge absolu de ces sortes d'ouvrages, il y aurait de l'impertinence à moi de le démentir. Et quand j'aurais eu la plus mauvaise opinion du monde de mes précieuses ridicules avant leur représentation, je dois croire maintenant qu'elles valent quelque chose, puisque tant de gens ensemble en ont dit du bien. Mais, comme une grande partie des grâces qu'on y a trouvées dépend de l'action et du ton de la voix, il m'importait qu'on ne les dépouillât pas de ces ornements, et je trouvai que le succès qu'elles avaient eu dans la représentation était assez beau pour en demeurer là. J'avais résolu, dis-je, de les faire voir qu'à la chandelle, pour ne point donner lieu à quelqu'un de dire le proverbe, et je ne voulais pas qu'elles sautassent du théâtre de Bourbon dans la galerie du Palais. Cependant, je n'ai pu l'éviter, et je suis dans la disgrâce de voir une copie dérobée de ma pièce entre les mains des libraires, accompagnée d'un privilège obtenu par surprise. J'ai eu beau crier au temps, aux mœurs, on m'a fait voir une nécessité pour moi d'être imprimé, ou d'avoir un procès. Et le dernier mal est encore pire que le premier. Il faut donc se laisser aller à la destinée, et consentir à une chose qu'on ne laisserait pas de faire sans moi. Mon Dieu, l'étrange embarras qu'un livre a à mettre au jour, et qu'un auteur est neuf la première fois que l'on l'imprime. Encore, si l'on m'avait donné du temps, j'aurais pu mieux songer à moi, et j'aurais pris toutes les précautions que messieurs les auteurs, à présent mes confrères, ont coutume de prendre en semblable occasion. Outre quelques grands seigneurs que j'aurais été prendre, malgré lui, pour protecteur de mon ouvrage, et dont j'aurais tenté la libéralité pour une épître dédicatoire bien fleurie, j'aurais tâché de faire une belle et docte préface, et je ne manque point de livres qui m'auraient fourni tout ce qu'on peut dire de savant sur la tragédie et la comédie, étymologie, d'étude d'eux, leur origine, leur définition et le reste. J'aurais aussi parlé à mes amis, qui, pour la recommandation de ma pièce, ne m'auraient pas refusé ou des vers français ou des vers latins. J'en ai même qui m'auraient loué en grec, et l'on n'ignore pas qu'une louange en grec est d'une merveilleuse efficace à la tête d'un livre. Mais on me met au jour sans me donner le loisir de me reconnaître, et je ne puis même obtenir la liberté de dire deux mots pour justifier mes intentions sur le sujet de cette comédie. J'aurais voulu faire voir qu'elle se tient partout dans les bornes de la satire honnête et permise, que les plus excellentes choses sont sujettes à être copiées par de mauvais singes qui méritent d'être bernés, que ces vicieuses imitations de ce qu'il y a de plus parfait ont été de tout temps la matière de la comédie, et que, par la même raison que le véritable savant et les vrais braves ne se sont point encore avisés de s'offenser du docteur de la comédie et du capitaine, non plus que les juges, les princes et les rois de voir Trivelin, ou quelque autre, sur le théâtre, faire ridiculement le juge, le prince ou le roi. Aussi, les véritables précieuses auraient tort de se piquer lorsqu'on joue les ridicules qui les imitent mal. Mais enfin, comme j'ai dit, on ne me laisse pas le temps de respirer, et M. de Luynes veut m'aller faire relier de ce pas, à la bonne heure, puisque Dieu l'a voulu. Scène première. La scène à Paris, dans la maison de Gorgibus. Scène première. La grange du Croisic. Seigneur Lagrange. Quoi? Regardez-moi un peu sans rire. Eh bien, que dites-vous de notre visite? En êtes-vous fort satisfait?
À votre avis, avons-nous sujet de l'être tous deux? Pas tout à fait, à dire vrai. Pour moi, je vous avoue que j'en suis tout scandalisé. A-t-on jamais vu, dites-moi, deux pecs provinciales faire plus les renchéries que celle-là, et deux hommes traités avec plus de mépris que nous? À peine ont-elles pu se résoudre à nous faire donner des sièges. Je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles, tant bâiller, tant se frotter les yeux, et demander tant de fois « Quelle heure est-il » Ont-elles répondu que oui et non à tout ce que nous avons pu leur dire? Et ne m'avouerez-vous pas enfin que, quand nous aurions été les dernières personnes du monde, on ne pouvait pas nous faire pis qu'elles ont fait? Il me semble que vous prenez la chose fort à cœur. Sans doute je l'y prends, et de telle façon que je me veux venger de cette impertinence. Je connais ce qui nous a fait mépriser. L'air précieux n'a pas seulement infecté Paris, il s'est aussi répandu dans les provinces, et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part. En un mot, c'est un ambigu de précieuses et de coquettes que leur personne. Je vois ce qu'il faut être pour en être bien reçu, et si vous m'en croyez, nous leur jouerons tous deux une pièce qui leur fera voir leurs sottises, et pourra leur apprendre à connaître un peu mieux leur monde. Et comment encore? J'ai un certain valet nommé Mascarille, qui passe au sentiment de beaucoup de gens pour une manière de bel esprit, car il n'y a rien de meilleur marché que le bel esprit maintenant. C'est un extravagant qui s'est mis en tête de vouloir faire l'homme de condition. Il se pique ordinairement de galanterie et de vers, et dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler brutaux. Eh bien, qu'en prétendez-vous faire? Ce que j'en prétends faire, il faut... Mais sortons d'ici auparavant. Scène 2. Gorgibus, Ducroizy, Lagrange. Eh bien, vous avez vu ma nièce et ma fille? Les affaires iront-elles bien? Quel est le résultat de cette visite? C'est une chose que vous pourrez mieux apprendre d'elles que de nous. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous nous avez faite et demeurons vos très humbles serviteurs. Vos très humbles serviteurs. Seul. Ouais. Il semble qu'ils sortent mal satisfaits ici. D'où pourrait venir leur mécontentement? Il faut savoir un peu ce que c'est. Oh là! Scène 3. Gorgibus, Marotte. Que désirez-vous, monsieur? Où sont vos maîtresses? Dans leur cabinet. Que font-elles? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé. Dites-leur qu'elles descendent. Scène 4. Gorgibus. Ces pandardes-là, avec leur pommade, ont, je pense, envie de me ruiner. Je ne vois partout que blanc d'œuf, lait virginal et 1000 autres brimborions que je ne connais point. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons pour le moins. Et 4 valets vivraient tous les jours des pieds de mouton qu'elles emploient. Scène 5. Madelon, Catos, Gorgibus. Il est bien nécessaire vraiment de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avais-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se pût accommoder de leur personne. Et qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie que la leur. Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Et par où veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux, aussi bien que moi? Est-il rien de plus obligeant que cela? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Ah! Mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte, et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Je n'ai que faire ni d'air ni de chanson. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.